Bonjour à toi cher spectateur qui aime bien la tatane, qui aime quand ça bastonne dans tous les sens, qui aime les grosses scènes d'action, et qui plus est si ça peut être une femme qui fout la pelletée à une bande de mecs, pourquoi pas. Et bienvenue donc dans ce qui est supposé être le premier spin-off de la saga John Wick, puisque visiblement ils en ont plein d'autres, en sachant qu'il y a déjà eu une série qui a été faite sur Prime Video qui s'appelait The Continental. Mais voici donc de l'univers de John Wick, Ballerina de Len Wiseman. L'histoire. Lorsqu'elle était petite, notre héroïne s'est retrouvée malheureusement à avoir son père qui est décédé sous ses yeux. Et du jour au lendemain, celle-ci va se retrouver projetée dans le monde des ballerines en plein milieu de New York, celui qu'on a découvert dans John Wick 3 et qu'on voit aussi dans John Wick 4. Et à partir de là, on va la voir un petit peu évoluer au milieu de tout ça. Je vois pas comment mieux vous résumer le film, parce que si je vous donne trop de détails derrière, bien évidemment, vous vous doutez de ce qu'il y a. Il y a des histoires de vengeance, sinon ça ne se s'appellerait pas Ballerina. Pour en parler avec moi, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans FX. Pour la simple et bonne raison qu'avec FX, on a quasiment fait tous les John Wick. Au moins 2 sur 4. On a fait John Wick 3, John Wick 4, et maintenant on fait Ballerina. Ouais. Donc c'est pour ça que cette vidéo arrive aussi tard, c'est parce que dans ma tête, je ne pouvais pas la faire sans FX. Comment vas-tu mon cher? Je suis content. Je suis content d'être là pour Ballerina. Ah, tant mieux. Ouais, donc Ballerina. Donc sur le papier, on est sur un spin-off qui traîne depuis maintenant un bon petit moment. Ouais. Parce que pour pas trop vous donner de contexte, mais disons que le spin-off, ça fait 2 ans en fait qu'il est annoncé. Il devait quasiment sortir dans la foulée de John Wick 4. Il s'est avéré qu'entre-temps, Len Wiseman, la copie qu'il a rendue, n'a pas du tout plu à Chad Stahelski, qui est donc le grand patron de la saga John Wick, puisqu'il est là depuis le premier volet et qu'il a réalisé le 2, 3 et 4 en solo. Et à partir de là, le problème s'est posé de est-ce qu'on fait des reshoots ou est-ce qu'on livre la copie telle qu'elle? Vous vous en doutez au vu de la sortie très tardive de Ballerina, qui était quand même à la base annoncée en 2024, donc quelques mois après la sortie de John Wick 4, qu'il y a eu des reshoots, que Chad Stahelski a mis son grain de sel là-dedans et que le résultat que nous avons devant les yeux n'est pas forcément le film qu'avait Len Wiseman en tête. Je pense que honnêtement, il doit y avoir la base, il doit y avoir à peu près une majorité des scènes d'action qui viennent de lui, mais ça se sent qu'il y a un peu de l'ADN John Wick, entre guillemets classique, qui a été greffé à ce projet. Donc, à partir de là, le film sort un peu dans une forme d'intimité, parce que j'ai pas l'impression non plus que les gens soient hyper enthousiastes à l'idée de voir Ballerina. On sent qu'ils ont compris ça et qu'ils se sont dit « Oui, mais c'est Ballerina dans l'univers de John Wick. Donc regardez bien sur l'affiche. Si vous regardez à droite, il y a John Wick. Donc vous ne serez pas complètement perdu. » Qu'à partir de là, voilà. Et c'est là que je me tourne vers toi, mon cher FX, et que je te demande ce que tu as pensé de Ballerina. Eh bien, c'était sympa. J'ai bien aimé Ballerina. Voilà. Allez, allez voir des films. Non, c'était... J'ai eu très peur au début parce que le début est très poussif. Je pense que c'est là où ils ont eu le plus de mal. Et c'est pour ça que c'est très classique. Ils sont restés à un truc très classique parce que la première heure, c'est, je vais pas dire catastrophique, mais... c'est laborieux. C'est très laborieux. Ouais, laborieux. En fait, c'est qu'on doit vraiment rebalancer tout un univers, entre guillemets. Enfin, on doit surligner un petit peu l'univers donc de ces ballerines en plein milieu de New York et de cette confrérie, etc. C'est même pas ça que je trouve le plus... c'est vraiment genre tout le concept de... En fait, c'est quasiment une repompée de John Wick à quelques variantes près, quoi. Tu vois, on a remplacé le chiot par le papa, et puis globalement, voilà. Je pense que les 3 premiers quarts d'heure, ça se base sur une prémisse qui est très faible, en fait. Et surtout, si tu as déjà vu tous les John Wick, en fait, c'est... Oui, enfin, c'est le 5e film où sur une vengeance, tu vas défier le monde, quoi, tu vois. Donc, ça marche encore, mais on voit les ficelles, quoi. Oh oui, je te le fais pas dire. Mais ça, c'est, on va dire, la première moitié du film. Je trouve que pour le reste, à défaut d'être original, ça coule très bien. Ouais. Il y a un très bon rythme et un très bon world building aussi. Et du coup, ça passe. On passe de laborieux à classique mais efficace. Ok. Ouais. Moi, je vais être un peu moins gentil. Alors, je trouve le film vraiment, tu as utilisé le bon mot, sympa. Ouais. C'est vraiment sympa. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher plus. Et pour moi, disons que tous les John Wick se valent.
Pour moi, j'ai toujours mis, et on en a parlé dans plusieurs reprises dans les vidéos, les John Wick sont quasiment tous au même pied d'égalité. C'est-à-dire qu'ils ont chacun leurs défauts, leurs qualités. Mais dans la grande majorité, les John Wick, c'est du divertissement. Et ça assume de ne pas avoir grand-chose de plus. Disons que la base, ça reste quand même un mec. On a buté son chien et il décide d'aller littéralement buter toute la mafia russe de New York. Donc à partir de là, voilà, on sait dans quoi on se lance. On sait quelle est l'énergie globale du projet. Donc il n'y a pas besoin d'expliquer plus. Le souci, c'est qu'ici, c'est un carcan beaucoup plus classique. C'est une vengeance qui est beaucoup plus sommaire, qui est entre guillemets plus justifiable à l'écran. Et ça fait que du coup, c'est un peu plus convenu. Et mon problème, c'est que du coup, ça sent au niveau de l'écriture qu'il y a un peu de complexité à justifier le pourquoi, du comment cette vengeance doit avoir lieu et pourquoi cette héroïne se met à rentrer là-dedans, dans ce cercle, etc. Enfin, c'est lourd. Et honnêtement, il faut vraiment, comme tu dis, attendre une bonne heure et qu'on ait viré toutes les justifications. L'exposition, en fait. Ouais, c'est ça. L'exposition est passée, l'exposition est super longue, quoi. Ça dure 1 heure et c'est vraiment des plombes et des plombes. Je pense vraiment que même eux, ils se disaient, waouh, ça va pas suffire, faut qu'on justifie un peu plus, quoi. Ouais, c'est ça. Et le souci, je pense aussi, c'est que une des choses qui rendait John Wick si iconique, c'est qu'il était unique dans son environnement. John Wick, c'est Baba Yaga, donc certes, il défonce des gueules, mais aussi et surtout, c'est le seul qui a tourné le dos à l'univers entier, voilà, par amour. Voilà. Ah bah non, en fait, ils sont 2. En fait, il y a aussi le Kikimura. Oui, c'est ça. Ah, en fait, voilà, ils ont vraiment fait une contre... Enfin, je pense, à mon avis, qu'à la base, ils devaient avoir un projet un peu différent au début. Certainement. Et en fait, ils se sont rendus compte que, je sais pas, ça marchait pas, ou ça leur a pas plu, ou c'était trop risqué. Et du coup, ils ont dit, on va juste faire John Wick au féminin. Ouais. Et au moins... ça, ouais, ce sera un peu lourd, mais ça passera. Et en fait, c'est ça, quoi. C'est laborieux, en fait. C'est vraiment le terme, tout le début et l'histoire. Et je pense que même eux, ils devaient se dire, ça va se voir qu'on refait le même film. Bah, c'est peut-être ça qui fait que du coup, on se retrouve devant ce projet où clairement, il y a un moment. En fait, c'était l'avantage qu'avait John Wick, entre guillemets, c'était que les explications venaient au fur et à mesure qu'on progressait dans le récit. C'est-à-dire qu'on comprenait au début qu'il y avait cette histoire de chien, on se disait, putain, c'est quand même ouf, le gars, c'est abusé, quoi. Il bute les gens à cause de son chien, et puis tu découvres au fur et à mesure, ouais, mais en fait, on a peut-être un peu abusé, parce qu'en fait, c'était pas uniquement son chien, parce que sa femme, elle est morte et tout. Et du coup, tu te retrouvais à avoir un build-up autour du personnage, où tu disais à la fin, ah ouais, ah, c'est vénère, c'est pour ça qu'il est comme ça. Et on retrouve pas forcément ça ici, parce que vu que la vengeance est beaucoup plus sommaire, et on l'évoquera un petit peu dans le scénario, il y a des ficelles qui sont un peu lourdes autour de sectes et de choses comme ça, bon, du coup, c'est pas... Ouais. Ça manque de perspective et ça manque de finesse, entre guillemets, dans le côté un peu bis, généralement assumé dans la saga John Wick. C'est ça. En fait, il y a une des prémices de l'univers de John Wick, c'est qu'en fait, il y a pas de vrai monde, en fait. Tout n'est que pègre. Ouais. Sauf que là, il y a une pègre de la pègre. Et du coup, tu fais... Oui, c'est un peu abusé, les gars. C'est un peu compliqué, quoi. Même si au début, c'est lourd, parce qu'en plus, il y a tout le côté, c'est une secte secrète parmi les gens qui sont déjà magiques, secrets, avec des pièces magiques et tout. Donc tu fais, ouais, voilà. Mais je trouve que du coup, quand ça avance dans le film, tu sais, quand elle arrive dans le village et que tu te dis, voilà, il y a plein de gens encore. Et en fait, tout le village se retourne contre elle. Ouais. Et là, ça passe bien. Ouais. Et là, je trouve que justement, on retrouve cette énergie de John Wick. Il y a quelque chose, ouais. On retrouve l'énergie de... Bah, ce qui faisait la force du début de Parabellum. Oui, c'est exactement ça. Mais en fait, là, on arrive vraiment au moment où tu dis, oui, il y a une logique, mais en fait, on va arrêter de la creuser, on va juste dire, c'est logique dans cet univers-là, et du coup, ça colle. Alors que pourtant, ils prennent des décisions vraiment débiles pendant le méchant prend des décisions vraiment débiles à la fin du film. Et qui n'ont aucun sens. Mais au moins, on se dit, voilà, c'est la logique des méchants, c'est leur code d'honneur, je sais pas quoi, et du coup, ouais, ça passe, quoi. Ouais. Je te propose qu'on saute dans l'écriture. Ouais. Donc à la base, il y a les personnages développés par Derek Kolstad et le scénario est donc écrit par Shea Hatton. Alors Shea Hatton, comme ça va rien vous dire, mais si je vous dis Army of the Dead et également les 2 volets de Rebel Moon, et ben mais voilà. Tout s'explique. Voilà pourquoi c'est compliqué. Quoique Army of the Dead, attends, c'est celui de... Non, ça c'était Land of the Dead. Non, le Army of the Dead, oui, celui sorti sur Netflix, ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que l'histoire n'a aucun sens. Voilà, je savais que tu trouverais une justification. Donc, vraiment. Shea Hatton est un scénariste qui, voilà, a pour background quand même des scripts qui sont pas forcément des perles de composition narrative innovantes. On y même de cohérence, en fait. On y même de cohérence. Army of the Dead avait un côté un petit peu décomplexé. Par contre, Rebel Moon, clairement, c'est... Oui, mais là, tu vois, une des tares, et là, c'est vraiment très précis, Army of the Dead comme exemple, une des tares de Ballerina, parfois, c'est le manque de logique des personnages. Genre, par exemple, c'est pas vraiment un spoiler, mais à la fin, ils disent on va vous faire la guerre. Non, mais si j'envoie quelqu'un pour tuer cette personne, vous nous laissez 4 heures pour le faire. Ok, alors que le mec va aller l'aider et qu'il va se retourner contre eux. Donc c'est un plan à la con. Et ben Army of the Dead, c'est exactement pareil. Tu prends Las Vegas, tu mets plein de trucs autour,
Comme ça, les zombies ils sortent pas, mais jamais tu tues les zombies. Ouais, non, ouais, c'est débile. Voilà. Et ben, là, tu vois, je comprends pourquoi c'est un peu claqué au sol au niveau écriture. Voilà, disons que chez Hutton a une conception particulière de, je pense, la narration. Et en fait, il a l'avantage, et je mets bien avantage entre énormes guillemets, de pouvoir se reposer ici sur un univers qui a déjà été constitué. C'est-à-dire qu'il y a déjà des scénaristes qui sont passés derrière, il y a Chad Stahelski qui a apporté son background, il y a Derek Kolstad qui, même s'il n'est pas un immense scénariste, est quand même quelqu'un qui, lorsqu'il veut construire un personnage et le mettre contre tout le monde, arrive à bien le faire. Ouais. Je pense à John Wick, mais je pense aussi à Nobody, qui est quand même un bel exemple de actionneur décérébré bourrin, mais qui au moins a une ligne directive claire et précise et qui du coup est fun. Ouais. Et je ne trouve pas que chez Hutton arrive à faire en sorte ici de rendre tout ça juste. En fait, il arrive à se reposer sur l'univers. Il arrive à faire en sorte de nous faire comprendre qu'il comprend tout ce qui a été construit et il a envie de bien le synthétiser et de l'amener au sein de Ballerina. Mais derrière, il y a rien. Rien de plus. Je vais aller plus loin. En fait, tout ce qui marche bien en termes d'écriture ou d'univers dans le film, c'est parce que c'est pas lui qui l'a fait. Non mais vraiment, non, mais là oui. On pourrait dire que je troll un petit peu parce que quand même le personnage d'Anna de Armas, Anna de Armas, il est pas mal. Enfin ça va. Yves est bien construit en fait. Yves a sa petite bible qui fait que du coup entre guillemets dans l'univers elle arrive à tenir la route. Et du coup tu acceptes certaines actions un petit peu débiles qu'elle va exécuter parce qu'entre guillemets tu te dis le personnage est encore en formation aussi mine de rien. Oui. Il vient juste d'avoir son diplôme d'assassine mondiale et du coup elle arrive enfin à pouvoir arriver dans ce monde-là. Mais elle connaît un peu les arcanes, mais pas non plus comme John Wick quoi. D'ailleurs littéralement dans le film. Oui c'est ça. Mais non mais c'est parlant parce que tous les personnages qui reviennent des John Wick, ils transpirent la même classe, ils sont assez restreints dans leur rôle, du coup ils s'étalent pas trop et du coup paf ça marche. Et le seul personnage qui marche bien, qui est original du film, en fait c'est Yves. Le reste c'est au mieux téléphoné, si ce n'est complètement con. Le grand méchant, je suis désolé, il est débile au dernier degré. Le chancelier, en plus, Palpatine. Oui, Palpatine. Le pire, c'est qu'en termes de world building, je trouve justement c'est ce qui sauvait la fin. Tu vois, c'est que autant cette menace, en fait, au tout début, tu fais c'est téléphoné, tu vois. Ouais. Mais c'est un peu nul et téléphoné. Et à la fin, il arrive à leur donner un peu le côté mythologique qu'a le reste de John Wick. Genre, il y a l'œil, il y a le chancelier, il y a le village de Ashentat, je sais plus comment il s'appelle le village. C'est ça. Non, mais en fait, ils arrivent à faire ce qui est fait depuis maintenant 3 films. Ouais. Dans John Wick, vraiment pour rester dans l'univers de John Wick, ils arrivent à faire en sorte de synthétiser ça, mais que dans la dernière heure, parce que le reste du temps, c'est hyper convenu. En fait, le seul truc qui sauve le film, mais on aura l'occasion d'en parler après, c'est la mise en scène. Mais parce que la mise en scène est dans la filiation du travail de Chad Stahelski et David Leitch depuis un petit moment, mais en termes d'écriture pure... Non, l'écriture, c'est vraiment le point faible du film. Ouais, c'est bon, je l'ai identifié. Le problème, c'est ça, en fait. Quoi. Parce que si on regarde justement la mise en scène, moi, ce que je retiendrai, c'est que, limite, on va un petit peu plus loin que dans John Wick, sur certains points. Je vois ce que tu veux dire. Après, je pense, notamment en termes d'écriture, chez Hutton, le souci qu'il a, de manière globale, c'est que... en fait, je me pose vraiment la question parce que je trouve par moments que le film fait charcuter à la truelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il manque des bouts. Je dirais pas non plus qu'ils avaient en tête de faire comme John Wick 4, c'est-à-dire 2h50 de long métrage avec des scènes d'action qui durent 50-60 minutes et où tu es vraiment pris dedans. Mais je trouve par moments que la manière avec laquelle tout avance, tout se construit et tout se développe fait très jeu vidéo. Oui, mais dans le mauvais sens du terme. Dans le mauvais sens, c'est-à-dire vraiment, c'est une scène cinématique, une scène, une cinématique, une scène, une cinématique. Je pense que t'es déjà trop généreux avec ce constat. Parce que pour moi, le souci du film, c'est vraiment que le mec n'a pas d'idée. En fait, après, là, on est dans la théorie, tu vois. Avec des si, tu peux mettre Paris en bouteille, quoi. Mais je pense que le film, il devait avoir une toute autre prémisse que si c'est le même mec qui a fait la prémisse, qui a fait le film final, en termes d'écriture, ils se sont dit... Non, fais plus simple parce que clairement, voilà, et que le mec a dit ok, je vais faire un truc simple où je peux pas me planter. Ouais. Et du coup, en fait, c'est téléphoné parce que le gars ne sait littéralement rien faire d'autre d'acceptable en fait. Parce que je suis désolé, les quelques films que tu as donnés, ce qu'on en retire de tous, c'est qu'ils sont écrits avec les pieds. Oui, c'est vrai, malheureusement. Et du coup, et vraiment, je trouve, quand tu m'as donné les exemples, je me suis dit, ça m'a éclairé. J'ai fait, tout ce qui va pas dans le film, c'est lui. Et paradoxalement, tu vois, il y a des points où j'étais en train de me dire, ça, c'est une bonne idée qui est juste mal exploitée. Genre le fait qu'il y ait une espèce de boucle avec Yves qui se retrouve à avoir son père qui est buté et qui, elle, est supposée être kidnappée pour être rembarquée dans la secte, qui se retrouve ensuite à croiser un gars qui a sa fille qui doit être potentiellement kidnappée. C'est téléphoné, quoi. C'est téléphoné, mais sur le papier, tu pourrais te dire, ça fait un
miroir qui peut être cool. Non mais sur le papier, parce que même sur le principe du film, c'est tu ne peux pas échapper à ta destinée. Et effectivement, si tu le regardes comme ça, elle fait exactement ce qu'elle reproche à d'autres machins. Mais c'est juste que, j'allais dire c'est une bonne idée, mais en fait c'est un classique shit de la littérature. C'est classique, mais en soi, au sein de cette narration-là, tu pourrais te dire, si c'est bien exploité et que c'est bien amené. Moi, je t'avoue qu'à ce moment-là, je me suis dit, c'est convenu. Oui. Mais tiens, ça peut donner une nouvelle perspective au film. Le problème, c'est que ça ne le fait pas. Voilà, c'est ça le problème. C'est que en fait, voilà, c'est ça. C'est que je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est convenu, mais en plus, il n'a pas fait d'effort. Donc du coup, c'est un peu nul au niveau de l'écriture. C'est pas ça qui sauve le film. C'est même pire que nul en fait. C'est flemmard. Ouais. Et c'est ça qui est le plus problématique. Ça reste dans une zone de sécurité d'écriture. C'est ça. Il aurait pu aller plus loin. Il aurait pu proposer quelque chose d'un tout petit peu plus neuf. Mais c'est la flemme. Ouais. Le mot global du travail de scénariste de chez Hatton, c'est la flemme. Je vais revenir, enfin, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pense vraiment que c'est pas vraiment de la flemme. Je crois vraiment qu'il a tenté des trucs et que les gens lui ont dit non, c'est claqué. Retourne à quelque chose de plus simple parce que c'est claqué. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a le peu de trucs où moi je pense que je peux quasiment te dire ce qui a survécu du premier film et ce qui est dans le deuxième, tu vois. Ouais. Tout ce qui est convenu, à mon avis, ça vient de la réécriture du film parce qu'ils se sont dit en fait, ça ressemble à rien. on veut pas faire Rebel Moon, tu vois, genre, on veut pas faire Army of the Dead, moi, tu peux pas faire ça. Mais vraiment, je pense vraiment que le gars, en fait, il a dû faire un truc un peu plus osé, mais qui rentre pas du tout dans les canons d'écriture habituels. Et du coup, on lui a dit, mais frère, c'est pas regardable, en fait. Et lui, il s'est dit, bah ok, très bien, donc tout ce qui est vraiment trop dégueulasse, je vais faire un truc super classique shit, et puis démerdez-vous après, quoi. Peut-être. Et Dieu merci que sur la technique et sur la mise en scène et tout, il y a des gens compétents, quoi. Oh, c'est éclairant, quoi. Je me dis ce qu'il a fait, j'ai fait, tout est vrai, tout est lié, quoi. En termes de mise en scène, donc, Len Wiseman, mine de rien, ça faisait 12 ans qu'il n'était pas repassé à la mise en scène d'un long métrage de cinéma. C'était Total Recall, mémoire programmée. Ouais. Oui. Tu comprends maintenant pourquoi ça fait 12 ans. Tu comprends. Oui, Len Wiseman, ça a toujours été un cinéaste qui était vraiment dans le divertissement pur. C'est-à-dire que moi, personnellement, je fais partie des rares, et je pense vraiment peser mes mots en disant rares, qui apprécie énormément son Die Hard, puisqu'il a fait Die Hard 4, qui est très fun, très fun, avec un Timothy Olyphant en méchant que je trouve particulièrement jubilatoire. Mais pour la plupart des gens, c'est considéré comme un affront parce que Die Hard 4 ne respecte pas le précepte instauré par John McTiernan, qui est du loser magnifique au mauvais endroit, au mauvais moment, qui arrive quand même à sauver la situation. C'est vrai qu'il faut reconnaître que dans celui-là, il est un petit peu plus badass, Bruce Willis. Disons que j'ai trouvé ça pas mal, mais de manière globale, j'ai pas forcément retrouvé Len Wiseman dans la mise en scène de ce film. Non, il est vraiment presque vampirisé par John Wick, en fait. C'est ça. Par contre, d'un point de vue formel, en termes d'action, non, c'est très bien. C'est cool. On passe vraiment un bon moment. Bah ça sauve le film, en fait. Ouais. Parce que ça aurait été juste un film correct en termes de mise en scène, j'aurais dit Dieu qu'il est mal écrit. Là, je me dis Dieu qu'il est mal écrit, mais qu'est-ce que ça bouge bien, tu vois. Qu'est-ce que c'est fun, quoi. Ouais. Bah voilà. Bah on a craqué le code, c'est bon. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai que, en fait, je pense de manière globale, de toute façon, que Len Wiseman a toujours été un cinéaste qui était vraiment dans l'optique de faire passer un très bon moment au spectateur. Donc ça a toujours été sa motivation principale lorsqu'il concevait ses films, c'était de pas forcément en faire trop au niveau de l'écriture, mais plus de centrer son film sur une bonne idée de mise en scène. Pour moi, il me rappelle beaucoup Stephen Sommers sur beaucoup d'aspects. Et je pense vraiment que de manière globale, vu que Stephen Sommers, il a surtout été au top de sa forme dans la fin des années 90 et au tout début 2000, il est vraiment arrivé dans la même mouvance en fait que Sommers. Et du coup, lorsque le premier Underworld est arrivé, tout le monde était en mode « Ah tiens, c'est fun et décomplexé ». Et c'est un peu un truc bis, ça bouge bien. Mais ouvert au grand public. Et donc du coup, tu te laisses embarquer par l'univers et tu te dis « Ah, c'est cool ». Et je pense qu'on retrouve un petit peu cette vibe-là dans Ballerina, c'est-à-dire que c'est fun, décomplexé, un peu con, voire même très con si on s'attarde sur l'écriture, mais du coup, ça assume vraiment ce côté-là et ça donne lieu, notamment, encore une fois, moi, et je pense que ça fait partie en même temps de l'ADN de John Wick et en même temps de ce que Len Wiseman a envie de faire, on se retrouve avec cette séquence finale dans le village qui est un pur rush de 45 minutes non-stop où le personnage va littéralement buter tout le monde. C'est ça. Et c'est fun. Mais c'est marrant que tu cites Underworld parce que aussi il y a une trilogie de films, mais plus que trilogie d'ailleurs maintenant. Il y en a 7, beaucoup trop. Je crois qu'il y en a 6.
5 ou 6. Mais plus un spin-off. Avec un personnage féminin fort, femme fatale aussi. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il y a effectivement une filiation qu'on pourrait faire, quoi. Ah bah tu sais que pendant un temps, Len Wiseman a failli virer Paul W.S. Anderson quand même, hein, parce qu'avec son côté, je fous Kate Beckinsale dans tous mes films parce que c'est ma femme, il y avait vraiment un côté, je pense que... Mais en fait, quand tu m'as dit qu'il y avait 6 Underworld, je me suis dit, oh putain, comme Resident Evil. Oui, c'est ça, non mais oui, il y a un lien potentiel. Il a jamais heureusement viré complètement là-dedans, parce qu'au milieu, là, il y a Die Hard 4 qui du coup a pas Kate Beckinsale, et du coup tu te dis, ah tiens, il y a une petite erreur dans la matrice, mais sinon c'est vrai que tu t'arrêtes, sinon c'est Underworld, Underworld 2 et Total Recall Mémoire Programmée, où il y a les 3 Kate Beckinsale, et où il aurait pu virer Mila Jovovich, Paul W.S. Anderson. Il l'a pas fait, malheureusement. À ça du grand chelem. Hein. Ouais, à ça du grand chelem. Ça a failli être sur Roland Garros. Je crois que la rupture a malheureusement joué un petit rôle là-dedans. Aïe. Il n'a pas gardé son actrice. C'est pas comme Paul W.S. Anderson qui lui s'est marié et a eu les enfants. Comme ça, il a la franchise. Lui, il a fait le Roland Garros. Lui, il a fait le Roland Garros. Non mais. Voilà, disons que Len Wiseman, ça a toujours été un cinéaste qui avait une vision du 7e art qui était très simple, très sommaire, et je pense qu'il trouve une certaine complémentarité ici, justement, avec la saga John Wick, qui a toujours eu cette envie de vouloir faire du cinéma de façon simple, mais de façon efficace. Et je pense qu'il a réussi un petit peu à retranscrire ça dans Ballerina, et je pense notamment que cet ADN à la Len Wiseman se ressent peut-être moins dans la scène de fin, qui fait vraiment pour le coup John Wick, mais dans la scène du club. Où je trouvais qu'il y avait une ambiance et un style qui me faisait beaucoup penser à Underworld. Alors est-ce que c'est parce que c'est dans de la glace et que du coup ça a un côté un peu ou les monstres cave, etc. Mais même la manière, tu vois, qu'il a de filmer Eve quand elle arrive dans le club, je revoyais des plans de Underworld. Ça peut le début des années 2000 avec Blade et tout, quand t'as un personnage féminin, quoi. Tu vois, mais c'est cool. Les femmes fatales, en fait. Hein, mais c'est cool. Ah oui, mais ça marche très bien. Mais il y a des scènes dans une cave, dans l'armurerie et tout. Ça fait très Underworld. Et d'ailleurs, là où justement je trouvais qu'il y avait un bon apport, et du coup ça pourrait être du réalisateur, c'est qu'il y a un sujet sur la violence. C'est-à-dire que John Wick, il y a toujours une volonté de beaucoup de violence. On se souvient, je crois que c'est dans le 4 ou dans le 3, je ne sais plus. Non, c'est dans le 3. Où tu sais, le pic à glace dans l'œil qui vient très doucement, tu vois. Tout à fait. Mais c'est presque une violence chorégraphiée et minimaliste, mais très percutante quand même, tu vois. John Wick, pour moi, c'est ça. C'est très réaliste même par moments, John Wick. Ouais. Et même un peu trop. Parfois, tu fais « Ouh, j'ai mal pour lui ». Oui, c'est ça. Mais par contre, dans celui-là, il y a une volonté de décupler la violence, genre... Combien de mecs ont été vaporisés par des grenades? Là, déjà, c'est dire... Cette scène de la cave... Alors par contre, cette scène de la cave, si je peux pointer du doigt un côté un peu plus décomplexé ici, c'est que, putain, c'est gaguesque. Hein. Ah oui. Ah, les grenades, la scène de baston de grenades. Alors déjà, idée à la con, mais hyper fun. Oui. Mais idée à la con. Et par contre, les grenades qui pètent, elle qui arrive à recourir derrière comme si de rien n'était, ça m'a fait rire. Oui. Ça m'a fait rire. Elle se cache derrière une porte, il y a un mec qui pète devant la porte, il y a des morceaux partout. Elle est même pas projetée, genre là, parce qu'elle soit protégée de l'explosion, je comprends, mais normalement la porte devrait bouger parce que y a une grenade qui vient de péter, la porte ne bouge pas. Est-ce qu'elle met un mec dans un coffre, elle referme la porte, le gars est dans le coffre, pouf, ça pète, elle bouge pas d'un centimètre. Mais t'as un côté décomplexé. Moi, ce qui m'a fait rire, presque, c'est presque une private joke de John Wick maintenant, c'est que quand elle sort de l'armurerie, genre littéralement la scène elle a duré 2 minutes. C'est-à-dire entre le moment où le mec lui monte les flingues et la fin de la fusillade énorme, elle est plus explosive littéralement que celle de la fin, parce qu'il y a vraiment un moment elle n'utilise que des grenades d'ailleurs. Le bâtiment n'aurait plus tenir debout. Parce qu'elle n'a pas d'armes. Mais oui, dans une armurerie. Dans une armurerie, il n'y a que des armes, mais par contre il n'y a pas de chargeur. Donc elle a fait que des grenades. Bon, des grenades, allez. Et du coup, quand elle sort, t'as un mec qui fait sa petite promenade dehors. Vraiment, il en a rien à foutre. C'est vraiment un univers où les gens... Moi, franchement, c'est comme ça que je le vois. Et c'est pour ça que je trouve qu'à un moment, tu as la cohérence, on arrive à passer outre. C'est que je me dis, dans cet univers, il y a des trucs qui pètent non-stop, n'importe où, n'importe comment. Tu te dis juste... Si j'arrive à partir en marchant, tout va bien se passer, c'est pas pour moi. Et du coup, les mecs, ils continuent comme si de s'était rien passé. Genre, si tu ignores le problème, si je te vois pas, tu me vois pas. Si je te vois pas, tu me vois pas. Et d'ailleurs, c'est tout à fait pareil. À un moment, Norman Reedus tire au fusil à pompe dans la foule. Donc, t'as la moitié de la foule qui part en mode ah, mais il tire en l'air pour les faire fuir. Tu te retournes, à un moment, il tourne la caméra et tu vois qu'il y a une autre moitié de la foule qui n'en a rien à foutre. Et les méchants sont cachés au milieu en mode on est cachés au milieu de la foule. Tu vois des gens courir, puis t'en as d'autres. Là, ils continuent leur journée comme si c'était rien passé. Et ça pourrait être un défaut d'écriture. Une journée normale là où ils sont. Ouais, non, mais en plus, c'est John Wick qui est à moins de 200 km, évidemment qu'il y a un truc qui va péter. Oui, c'est une journée normale à Prague, enfin. C'est ça. Prague 2025, quoi, tu vois, genre normal. En Big 2025, c'est oh, il y a la guerre juste à côté, à deux pâtés de maison. Ukraine, Prague, est-ce que c'est pas la même chose? Ça va arriver, hein, voyons. Non, mais du coup, voilà, ça, en fait, ça aurait été dans la première partie du film.
je t'aurais dit lourdeur d'écriture, mais dans la deuxième, ça passe mieux parce que justement, on retrouve ce feeling décomplexé des John Wick. C'est ça. Et du coup, ça fait que ça fonctionne. Mais de manière globale, c'est ce qui fait que ça fonctionne dans ce film, c'est que tu acceptes que le fait que cet univers soit over the top, que la violence soit omniprésente et qu'il y ait des scènes qui soient limite gaguesques. C'est vrai que Len Wiseman l'a peut-être poussé le curseur un petit peu plus loin dans le côté un peu drôle, mais du coup, ça donne un côté décomplexé et fun. Et expérimental. Parce qu'il y a pour finir, enfin moi en tout cas sur la mise en scène, que je trouve vraiment, en vrai par rapport à l'écriture, elle est au top. Vraiment, le combat de lance-flamme par exemple. J'aime beaucoup le fait, la caméra par-dessus, en fait les flammes, on les filme, les flammes, comme des tirs de mitrailleuse en fait. Et du coup, tu as l'impression de... Tu vois pas un cône de flamme, tu vois des munitions qui partent. Et tu sais ce qui me sidère, c'est que ça se voit quand c'est pas un vrai lance-flamme. Et ce qui me fait me dire que les 3/4 du temps, ils ont vraiment fait une baston avec des lance-flammes. Putain, mais vous... Pas pour rien qu'Anna de Armas, elle a un gros manteau inifugé. Elle a dû flipper. Franchement, chapeau, parce que... non, mais c'est... D'ailleurs, honnêtement, on peut parler rapidement de la technique. Il y a une seule scène où la 3D entre guillemets m'a éclaté la rétine. La rétine. C'est au tout début, quand elle part en voiture et qu'elle se prend une bagnole qui ramène. J'allais dire la même chose. Là où c'est intéressant, c'est que on part sur le truc habituel, genre elle a fini sa mission, elle rentre dans la voiture, elle commence à partir, la caméra s'élève en mode fin de scène, et en fait... Il y a un énorme camion qui arrive et boum, et puis ça la ramène au loin. Et en fait, comme la caméra continue de monter pendant une seconde, t'es en mode, attends, mais il se passe un truc pour la caméra se barre. Et en fait, elle revient, tu fais, ah, et ça c'est malin, parce que ça joue avec les codes. C'est ça. Le seul... Enfin, en fait, je crois que c'est le moment de bascule. En fait, c'est le début de justement le moment où elle se fait percuter, où ça se voit que c'est de la 3D. Par contre, ça se voit qu'à la fin, ils sont revenus sur vraiment une voiture qui est tirée par un rail. En fait, tu vois un peu la transition, mais ça va, c'est pas... Et surtout, pour moi, c'est le moment de bascule du film, où on est passé de... Le film n'a pas confiance en lui et t'explique tout grassement pour être certain que t'es compris, à deal with it, tu vois, genre vraiment. Mais ça prouve que ça vient de la mise en scène et pas de l'écriture. Exactement, parce que les méchants qu'on t'a survendu au début comme une secte méga dangereuse, en fait ils arrivent en camion, ils démontent ta caisse et en fait voilà, t'as compris, t'as pas besoin d'aller plus loin. C'est ça. En termes de casting, alors au niveau des rôles secondaires, donc on va citer Norman Reedus, qui est là pour cachetonner en fait. Ma théorie. John Wick est dans le prochain Death Stranding. Enfin, John Wick, Keanu Reeves ou Anna de Armas est dans le prochain Death Stranding. Pourquoi pas? Oui, franchement, je m'attendais presque à voir Hideo Kojima débarquer, ça aurait été très drôle. Et pourquoi pas? Ça aurait été drôle. En vrai, c'est presque un personnage à la John Wick. Ça serait passé. On va citer Lance Reddick, donc malheureusement qui est décédé et qui était déjà décédé au moment de John Wick 4 et qui là est là présent juste pour une petite scène mais qui fait plaisir. Oui, il a 2 phrases dans le film. Ça, qui donne le sourire quand même. On va citer Sharon Duncan Brewster dans le rôle de Nogi, qui je trouve a un très beau personnage, même s'il est sous-exploité. C'est sa formatrice. Elle a une scène. Ouais, elle a un peu une plus. Scène et 3 phrases. Elle a un peu plus. Mais c'est dommage parce qu'on sent qu'elle aurait pu avoir un meilleur impact sur le personnage. Elle n'est pas assez utilisée pour justement avoir assez de force. Son modèle d'assassin. On comprend que c'est censé être son modèle d'assassin, puisqu'elle lui dit, en gros, tu seras l'équivalent de Baba Yaga. C'est ça. Un Noriaki, je crois. Non, comment elle appelle ça? Kikimura. Kikimura, pardon. Noriaki. Et Kikimura. Et en fait, après, elle est là en arrière-plan. C'est dommage, on la revoit pas. Et ceux qu'on pourrait citer, Angelica Houston est bien dans le rôle de la directrice. Je la trouve assez efficace, elle a pas mal de charisme et elle passe bien. On peut citer Ian McShane dans le rôle de Winston, qui est toujours aussi excellent et le charisme à l'état pur. Voilà, le charisme. On peut citer Gabriel Bayonne, donc dans le rôle du chancelier, qui est caricatural as fuck. En fait, c'est l'anti-Winston, je trouve. Mais il s'amuse. Ah oui. Ça se voit que l'acteur s'amuse. Gabriel Bayern, c'est un immense acteur. Pour ceux qui n'ont pas vu The Usual Suspect, regardez The Usual Suspect. Mais voilà, c'est un très très bon acteur. On va citer bien sûr notre cher Keanu, qui est back, même si c'est pas tout le long du film, mais qui est back. Rappelons quand même que d'un point de vue théorique, le film se passe entre John Wick 3 et John Wick 4. D'où le fait qu'il soit présent. Exactement. D'ailleurs, c'est une question que je me suis posée pendant le film, mais effectivement, c'est ça. Et surtout, il parle plus dans ce film-là que dans le 4. C'est ça. Littéralement. Je pense qu'il y a plus de mots, il y a plus de phrases à la suite en tout cas, que dans John Wick 4. Ça, c'est pas faux. Et donc, nous avons Anna de Armas dans le rôle d'Eve, qui est bien. Le personnage, il est taillé pour elle, quoi, tu vois. C'est ça. Non, mais on sent qu'elle elle a accepté, mais un peu comme l'avait fait Halle Berry déjà sur le 3, elle a accepté ce côté je vais me former, je vais être cette héroïne et les scènes d'action que vous allez voir à l'écran, ça sera vraiment moi qui vais les interpréter. Et je trouve pour le coup, moi, le vrai moment où j'ai tiqué, où je me suis dit elle est impressionnante, c'est la scène du club. Où là, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait un truc de ouf qui se passait. Et j'étais vraiment en train de me dire, punaise, elle dégage un truc à l'écran. Elle dégage un truc, c'est-à-dire qu'elle en prend plein la gueule, littéralement, beaucoup plus d'ailleurs que John Wick durant une majorité des scènes des 4 autres films avant.
Dans le 4, il mange vraiment sa Ouais, mère. mais là, elle prend vraiment cher en très peu de temps et elle se fait vraiment mandaler par tout le monde. Elle se fait littéralement former. C'est ça. Mais ça rend super bien, quoi, je trouve. Et elle, pour le coup, elle dégage vraiment un beau charisme. Et honnêtement, si le film m'a moyennement convaincu de manière globale, j'ai quand même envie de revoir cette héroïne. Ouais, Rien que pour le charisme d'Anna de Armas. De toute façon, c'est la promesse du film. C'est que c'est le début de sa saga à elle, en fait. C'est ça. La ballerina, en fait... ballerina, elle est littéralement censée être la Baba Yaga du futur. Enfin, à peu de choses près, quoi. Tu vois, genre, je serais pas étonné que les personnages se recroisent et qu'elle ait pris le rôle de John Wick dans 10 ans. Tu sais, genre, on la présente comme une vieille briscarde. Et pourquoi pas? Bah ouais, non, mais en vrai, ça serait bien. Rien. Ça serait bien. Mais non, moi, je rajouterais juste que ce qui est bien, Anna de Armas n'a pas non plus, elle a plus 20 ans. Je sais pas quel âge elle a exactement, 30, 35, je crois. Ouais, je crois, un truc mais comme ça. en tout cas, là, pour moi, elle fait vraiment ses armes de film d'action. Où, entre guillemets, en fait, elle fait ce que Keanu Reeves a fait. Putain, le personnage lui colle vraiment à la peau. Elle fait ce que Keanu Reeves a fait, mais elle le fait 20 ans avant lui. Et du coup, maintenant, elle pourra être lancée, elle pourrait dire maintenant, je fais que des actionneurs, j'ai ce qu'il faut pour le faire, quoi. Ouais. Et surtout, elle aura. Les gens vont se dire ah oui, Anna de Armas, c'est pas genre n'importe quelle star qui fait un film avec des doublures, quoi, tu vois. C'est ça, voilà. C'est ça. Il aura du vécu. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de l'univers de John Wick, Ballerina? C'est littéralement, c'est comme ça qu'on l'a quand même appelé en France, hein, de l'univers de John Wick, Ballerina. Qu'est-ce que tu en retiens du coup? Eh ben, j'en retiens que, malgré un contre-son-camp scénaristique, vraiment, vous voyez le même où tout le monde se facepalme, pour moi, c'est quand j'ai entendu le nom, j'ai fait mais oui, tout le monde l'a fait, quoi. Je dirais que pour moi, c'est le meilleur produit d'univers étendu qu'on a eu ces dernières années au cinéma. Tu vois, genre, et quand je dis univers étendu, c'est vraiment genre, on prend un autre personnage pour agrandir un univers, pas une suite ou un reboot ou un remake. Et même là-dedans, je pense que je le placerai haut quand même. Ouais. Mais en tout cas, pour. Ça, par contre, je suis d'accord, la deuxième. Je dirais pas que c'est le meilleur parce qu'honnêtement, je cherche, mais je suis sûr qu'il y en a. Ouais, il doit y en avoir un ou deux, mais en tout cas, c'est le haut du panier. En fait, voilà, ces derniers temps, quand on me disait dans l'univers 2, je me dis, ah, ça va être un peu claqué. Je pense principalement à Disney là-dessus, hein, mais tous les Disney, tous les Marvel, maintenant 9 fois sur 10, tu te dis, quand même une grosse chance que ce soit claqué. La Continentale, je n'ai pas regardé, donc je ne sais pas. Il faudrait que j'aille le voir d'ailleurs, j'avais prévu d'aller voir. Ça se passe bien avant, hein. Oui, c'est le début. C'est un début du Continental en fait. Voilà. Donc dans tous les cas, c'est juste voilà, pour le côté, juste pour voir comment c'est, tu vois. Mais en tout cas, là, je me dis, tiens, je suis ressorti, je me dis, là, s'il y a un Ballerina 2 qui est annoncé et qui arrive en 2027, tu vois, par exemple, ou 2028, bah, je l'attendrai avec une certaine impatience. C'est pas encore l'équivalent de John Wick. Mais en fait, finalement, quand John Wick 2 a été annoncé, est-ce que tout le monde se disait « Oh, ça va être la suite du film culte » ou est-ce que c'est déjà culte? Je sais pas, en fait. Non, moi, je me rappelle que quand il est sorti, j'étais le premier à dire « Il tire un peu sur la corde ». Et comme quoi, je m'étais trompé. Et ça quoique, il tire sur la corde, mais de la bonne manière. Hein. C'est une bonne corde. Et il n'a pas fini de tirer sur la corde, d'ailleurs. Oh no, oh no. Mais tout ça pour dire que là, voilà, si on me vend un Ballerina 2, en fait, j'irais volontiers, en fait. Assez content. Et franchement, belle performance. Quand on regarde qui l'a écrit, c'est presque beau qu'on en arrive là, quoi. Je serais un peu moins enthousiaste, je dirais que c'est sympa. Ouais. De manière globale, je vais rester sur le mot qu'on a dit au début, c'est-à-dire que j'ai passé un bon moment devant. Je retiens juste que c'est vraiment écrit... Avec les panards, ouais. Ah. J'aurais dit avec le cul, mais oui, ça marche aussi. Non, c'est mal écrit et ça manque de concret. Heureusement, ça se repose sur un univers qui est déjà bien construit et sur une mise en scène qui est efficace. Ouais. Ça me fait plaisir de revoir Len Wiseman, mine de rien, à la mise en scène, même si, visiblement, il a quand même été un petit peu dépourvu de son objet final. Il l'assume quand même, il fait les tournées promotionnelles, donc je pense que le film doit quand même ressembler à ce qu'il avait en tête. C'est un bon divertissement, honnêtement. Heureusement que ça dure pas plus longtemps parce que je pense que si ça avait duré plus de 2 heures, ça aurait été vraiment trop long. Ouais, et là, c'est pas le cas. On passe un bon moment. Anna de Armas est vraiment impressionnante. Encore une fois, c'est bien de le citer, mais c'est bon de le rappeler encore plus. Non, ouais. Ballerina de Len Wiseman, c'est bien. Ouais. Franchement, vous avez passé un bon moment devant. Donc ouais, allez-y. Moi, je conseille rarement aux gens, tu vois. Des fois, je leur dis, bah voilà, si vous pouvez aller le voir sans payer ou attendez que ça passe à la télé. Maison, là, moi, je vous le dis vraiment. Ouais, allez, si vous pouvez aller voir un film d'action en ce moment au cinéma, bah allez voir celui-là. Celui-là, vous avez passé un bon moment, c'est clair. Merci mon cher FX. Bah, merci à toi de m'avoir attendu. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, mais on se retrouvera vite. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Des bisous. Par contre, comme d'hab, à la fin d'un John Wick, moi je suis ressorti essoufflé. Ouais, mais là, en fait, le essoufflé premier degré. Dès qu'elle arrive au village, ça ne s'arrête jamais. Ah non, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Le dernier quart, c'est une pente, mais